imaginez un voyage à travers le temps. Là où la Gaule ancienne, les empereurs romains et les rois médiévaux ont forgé les racines de la France. Restez avec nous, car chaque époque révèle un secret qui éclaire encore notre présent. Les premières traces humaines sur le territoire que nous appelons aujourd'hui la France remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années. Les fouilles archéologiques révèlent des preuves d'occupation régulière dès le Paléolithique, où les groupes nomades utilisaient des outils en pierre et maîtrisaient le feu. Ces sociétés anciennes vivaient principalement de la chasse, de la cueillette et de la pêche, adaptant leur mode de vie aux caprices des saisons. Cette longue période précède largement l'apparition des peuples que l'on nommera plus tard Gaulois, et elle témoigne d'une évolution progressive vers des formes de vie plus sédentaires et organisées. Au cours du Néolithique, environ 7000 ans avant notre ère, les populations commencèrent à se sédentariser et à développer l'agriculture. Cette transition fut un tournant majeur dans l'histoire du territoire, favorisant la construction de villages permanents et l'apparition de nouvelles techniques, notamment la fabrication de poteries et la domestication des animaux. Les vestiges de cette époque montrent une organisation sociale naissante, avec des structures communautaires plus complexes, bien que les détails précis restent parfois difficiles à reconstituer. À partir du second millénaire avant notre ère, la région connut l'influence des peuples celtes, connus plus généralement sous le nom de Gaulois. Ces groupes occupaient de vastes territoires s'étendant de la péninsule ibérique à l'Asie mineure, mais la Gaule, correspondant approximativement à la France actuelle, fut l'un des centres majeurs de cette civilisation. Les Gaulois ne formaient pas un peuple homogène, mais plutôt un ensemble de tribus partageant une langue, des croyances et certains traits culturels communs, tout en ayant leurs propres particularités régionales. La société gauloise reposait sur une structure hiérarchique claire. Au sommet se trouvait la noblesse guerrière, composée de chefs de clan et de guerriers riches possédant des terres. Les druides occupaient une place centrale dans la vie religieuse et intellectuelle. Ils étaient à la fois prêtres, juges et enseignants, gardiens d'une tradition orale complexe. Le reste de la population se composait d'agriculteurs, d'artisans et d'esclaves, qui contribuaient à la vie quotidienne des communautés. Les Gaulois avaient une vision du monde fortement animiste, dans laquelle les forces de la nature étaient habitées par des esprits ou des divinités. Les forêts, les rivières, les montagnes étaient sacrées, et de nombreux rites visaient à apaiser ou honorer ces forces. Ce système religieux, au-delà de sa dimension spirituelle, renforçait aussi la cohésion sociale à travers des festivals et des cérémonies régulières. Les druides jouaient un rôle primordial dans la transmission des savoirs, qui restaient souvent cachés aux non-initiés. La métallurgie était particulièrement développée chez les Gaulois, notamment dans le travail du fer, qui permit à ces peuples de fabriquer des armes efficaces et des outils robustes. L'artisanat témoignait d'un savoir-faire sophistiqué, avec des bijoux en or et en bronze, des poteries décorées et parfois des objets importés des régions méditerranéennes, signe des échanges commerciaux croissants. Les villes fortifiées, appelées oppida, servaient à la fois de centres économiques et de refuges en temps de guerre. Le contact avec les civilisations méditerranéennes enrichit progressivement la Gaule. Dès le VIe siècle avant notre ère, les Phocéens fondèrent la ville de Massalia, aujourd'hui Marseille, qui devint un point d'entrée pour les échanges avec la Méditerranée grecque et plus tard romaine. Cette fondation marqua le début d'une influence culturelle et commerciale notable qui allait transformer les modes de vie gaulois, introduisant de nouveaux produits, idées et parfois même de nouvelles formes de gouvernement local. Cependant, au cours du 1er siècle avant notre ère, la Gaule fut confrontée à la puissance montante de Rome. La conquête romaine, menée par Jules César, fut un tournant décisif. Après plusieurs campagnes militaires ardues, la Gaule fut intégrée dans l'Empire romain, modifiant profondément les structures politiques, économiques et sociales. La romanisation s'accompagna de la construction de routes, d'aqueducs et de villes organisées selon le modèle romain, mais elle ne détruisit pas complètement les traditions gauloises. Les Gaulois adoptèrent progressivement la langue latine et les institutions romaines,
mais conservèrent un certain attachement à leurs coutumes et à leur identité. Le syncrétisme religieux permit la coexistence de dieux gaulois et romains, tandis que les élites locales s'intégraient aux structures administratives de l'Empire. Cette période est souvent vue comme une phase de transition essentielle, qui jeta les bases des futures nations européennes. Le territoire de la Gaule devint une province romaine stratégique, notamment grâce à sa position centrale en Europe occidentale. Les échanges commerciaux se multiplièrent, renforçant la richesse locale et favorisant le développement culturel. Parallèlement, la Pax Romana garantissait une stabilité relative, même si les défis militaires et les incursions de peuples extérieurs n'étaient jamais totalement absents. Au fil des siècles, la désintégration progressive de l'Empire romain face aux invasions barbares modifia la géopolitique de la région. Les Francs, un peuple germanique installé à proximité, commencèrent à intervenir sur le territoire. Leur nomination comme roi des Francs en Gaule, notamment suite au baptême de Clovis, marque un nouveau chapitre dans l'histoire du pays, mais cela dépasse la période initiale consacrée à la Gaule antique. Les fondations posées à cette époque ancienne furent déterminantes pour la naissance de la France médiévale. Elles témoignent d'une longue évolution, marquée par des échanges, des conflits et des transformations culturelles successives qui façonnèrent durablement l'identité de cette terre. La route depuis les premiers habitants jusqu'à la formation des royaumes francs est riche en événements qui éclairent notre compréhension du présent. Ainsi se conclut cette exploration des origines de la France et de la période gauloise, préparant le terrain pour une étude approfondie de la transition vers l'époque médiévale, où les structures nouvelles et anciennes se mêlent pour former ce qui deviendra progressivement la nation française, la Gaule sous l'Empire romain. La conquête de la Gaule par Rome a marqué une étape fondamentale dans l'histoire de cette région qui allait devenir le cœur de la France moderne. Sous l'impulsion de Jules César, les campagnes militaires menées entre 48 et 54 avant notre ère ont abouti à l'intégration progressive des territoires gaulois au sein de l'Empire romain. Ce processus n'a pas simplement consisté en une soumission militaire, mais en une profonde transformation sociale, politique et culturelle. La Gaule, exténuée par les conflits internes entre tribus et fortifiée par une organisation guerrière ancienne, s'est trouvée peu à peu enveloppée dans le vaste réseau administratif romain, qui apportait avec lui de nouvelles structures. Cette romanisation a eu pour conséquence première la diffusion de la langue latine. Les élites gauloises ont adopté le latin dans leurs échanges quotidiens, tandis que dans la population générale, la langue gauloise a coexisté avec ce nouvel idiome pendant plusieurs siècles. L'écriture latine s'est introduite avec l'administration et le commerce, transformant les pratiques locales. Cette évolution linguistique a accompagné l'implantation de villes selon le modèle romain, où forums, thermes et amphithéâtres sont devenus des lieux essentiels du vivre ensemble. Ces agglomérations ont facilité un mode de vie plus urbain et une nouvelle dynamique économique fondée sur l'artisanat, le commerce et l'agriculture améliorée par des techniques romaines. L'intégration au sein de l'Empire a aussi profondément modifié l'organisation politique. La Gaule a été divisée en provinces administrées par des gouverneurs romains, qui surveillaient le respect des lois impériales. Le système municipal a favorisé l'émergence d'une classe de notables gallo-romains, souvent descendants des anciennes familles tribales, mais désormais impliqués dans l'administration locale et impériale. Ces élites urbaines jouaient un rôle clé dans la gestion des affaires publiques, dans la collecte des impôts et dans le maintien de l'ordre. Ce changement a symbolisé une centralisation du pouvoir, qui réglait progressivement les anciennes rivalités entre peuples gaulois. Les transformations économiques se sont accentuées par l'introduction de nouvelles infrastructures. Les routes romaines, tracées avec précision à travers la Gaule, ont facilité le commerce interrégional, donnant accès aux marchés méditerranéens et même au-delà. L'agriculture a bénéficié de techniques améliorées telles que l'irrigation et la rotation des cultures. L'élevage s'est diversifié et de nombreux produits de luxe sont devenus accessibles à la population. Cette prospérité relative a permis la construction de villas
et de domaines agricoles qui témoignent d'une société évoluée, mêlant tradition locale et innovation romaine. À l'échelle culturelle, la province gallo-romaine a vu naître un syncrétisme intéressant entre les croyances gauloises et les religions romaines officielles. Les dieux celtiques ont souvent été assimilés à ceux du panthéon romain, créant des cultes hybrides où se mêlèrent les pratiques et les rites des deux mondes. Les sanctuaires et lieux sacrés étaient emblématiques de cette fusion. Par ailleurs, les jeux et les spectacles romains, ainsi que les forums, ont favorisé une vie sociale riche et diversifiée qui unifiait les populations dans une culture commune, tout en respectant les spécificités locales. Dans ce cadre, l'apparition du christianisme s'inscrit comme un tournant majeur, bien que sa diffusion fût initialement lente. Vers le milieu du 1er siècle, des communautés chrétiennes discrètes ont commencé à s'implanter dans les grandes villes de Gaule. Elles se développaient dans un contexte souvent hostile, mais leur message de foi et de communauté attirait progressivement des fidèles issus de milieux variés. Les évêques, figures religieuses émergentes, ont pris un rôle important à la fois spirituel et social. Ils représentaient un lien entre les fidèles dispersés et l'Église naissante. L'hostilité initiale de l'autorité romaine envers le christianisme n'a pas empêché la religion de s'implanter durablement. Le déclin progressif de l'Empire romain d'Occident a aussi affecté la Gaule. Dès le IIIe siècle, les pressions des peuples barbares sur les frontières ont fragilisé l'équilibre. Les incursions répétées ont forcé les autorités à renforcer les défenses, en construisant des fortifications et en adaptant le dispositif militaire. La désorganisation politique, conjuguée à des crises économiques, a progressivement affaibli la suprématie romaine. Cependant, les infrastructures, l'organisation administrative et culturelle mises en place pendant la période gallo-romaine ont continué à structurer la société, préparant le terrain pour les transformations à venir. À mesure que l'autorité centrale s'effaçait, les élites gallo-romaines ont parfois cherché à conserver leurs privilèges en négociant avec les nouvelles puissances descendantes. Ces interactions ont favorisé l'émergence de nouveaux acteurs, notamment les Francs, qui allaient démarquer une nouvelle époque. La Gaule devient ainsi un territoire en mutation, où traditions antiques et forces en gestation se côtoient, annonçant déjà la naissance d'une nouvelle identité. La christianisation s'approfondit, devenant un facteur unificateur essentiel face aux bouleversements politiques. Ainsi, la période de la Gaule sous l'Empire romain représente une ère de transition cruciale, au cours de laquelle se sont établies les bases de la société médiévale. La fusion entre héritage gaulois et influence romaine a façonné durablement le paysage humain, culturel et matériel. Les évolutions économiques, sociales, religieuses et politiques de cette époque témoignent d'un passé riche et complexe, essentiel pour comprendre les transformations ultérieures. Ces éléments dévoilent aussi le rôle de pivot que joue cette région dans l'histoire européenne. Ce récit s'inscrit dans un cursus qui mènera naturellement à l'examen des grandes invasions et des royaumes barbares. La suite explorera comment les structures héritées de Rome ont été adaptées ou transformées par les nouvelles autorités, jetant les fondations de la France médiévale. Ce moment charnière entre Antiquité tardive et Moyen Âge constitue un passage incontournable pour appréhender la continuité et la rupture dans l'évolution historique du territoire. Le Moyen Âge féodal. Le contexte politique et social du Moyen Âge en France s'est structuré autour de la féodalité, un système complexe fondé sur des relations de dépendance entre seigneurs et vassaux. Après la chute de l'Empire carolingien, le pouvoir royal s'affaiblit considérablement, ce qui favorisa la montée en puissance des seigneuries locales. Ces domaines étaient gouvernés par des seigneurs qui détenaient la justice, la fiscalité et le commandement militaire, créant ainsi une mosaïque de territoires relativement autonomes. Le roi, bien que reconnu comme souverain, avait souvent un contrôle théorique plus qu'effectif, sa légitimité reposant davantage sur la reconnaissance des grands vassaux que sur une administration centralisée. Le paysage féodal se caractérisait par un réseau dense d'obligations et d'hommages. Le vassal jurait fidélité à son seigneur en échange d'un fief,
une terre qui assurait sa subsistance. Cette relation intima créait une hiérarchie pyramidale, où chaque détenteur de terre pouvait lui-même avoir des vassaux, voire des sous-vassaux. La société médiévale était donc profondément hiérarchisée et fondée sur la notion de loyauté réciproque. Ce système garantissait un certain ordre dans un temps marqué par des incursions et des affrontements fréquents, notamment entre seigneurs rivaux. L'organisation sociale du royaume s'appuyait aussi fortement sur l'Église, institution incontournable du Moyen Âge. L'Église catholique possédait non seulement une influence spirituelle, mais aussi une puissance temporelle considérable. Elle contrôlait de vastes domaines fonciers, levait la dîme auprès des fidèles et arbitrait souvent les conflits locaux. À travers ses monastères et ses évêchés, l'Église jouait un rôle central dans la transmission du savoir, la gestion des secours aux pauvres, ainsi que dans l'encadrement moral et juridique de la population. Cette symbiose entre pouvoirs religieux et pouvoirs seigneuriaux définissait une partie de la notion de gouvernance médiévale. Les premiers siècles du Moyen Âge profond furent marqués par une succession de conflits internes qui influencèrent durablement la structure du royaume. Les luttes entre seigneurs pour le contrôle des terres, ainsi que les querelles dynastiques, étaient fréquentes. La dynastie carolingienne céda ainsi progressivement le pas à celle des Capétiens, dont Hugues Capet fut couronné roi en l'an 9 183. Ce changement de dynastie marqua le début d'une consolidation progressive du pouvoir royal. Bien que leur autorité restât limitée initialement à l'Île-de-France, les rois capétiens posèrent les bases d'un État monarchique fort grâce à une politique habile d'alliances matrimoniales et d'expansion territoriale. Les seigneuries devenaient les noyaux de pouvoir incontournables où se cristallisaient les forces militaires et économiques. Elles étaient souvent fortifiées par des châteaux, symboles visibles de l'autorité et de la défense. Ces places fortes servirent de refuge en période de guerre et de centres administratifs. La paysannerie constituait la base économique de ces seigneuries, travaillant la terre et fournissant les ressources nécessaires à la subsistance des populations. Cependant, la condition des paysans variait considérablement selon les régions, certains bénéficiant de libertés locales, tandis que d'autres étaient profondément assujettis aux seigneurs. La diversité des coutumes et des droits locaux complétait cette mosaïque politique. Les lois n'étaient pas uniformes sur l'ensemble du territoire français, mais régies par des coutumes propres à chaque région. Ces différences reflétaient souvent des traditions remontant à l'époque gallo-romaine ou à des influences barbares. L'appropriation de ces coutumes par la noblesse contribua à renforcer son autorité, tout en créant une complexité législative qui limita les tentatives d'unification du droit. Il fallut attendre plusieurs siècles avant l'émergence progressive d'un droit royal plus homogène. La vie religieuse imprégnait également toutes les sphères de la société. L'Église organisait le calendrier liturgique et les fêtes, rythmait les grandes étapes de la vie, de la naissance à la mort, et orientait les comportements moraux. Les monastères jouaient un rôle crucial en tant que centre de prière, d'éducation et de conservation des textes anciens. Ils étaient souvent des lieux d'innovation agricole et d'assistance sociale. Par ailleurs, les ordres religieux tels que les bénédictins, les cisterciens ou les franciscains participaient à la diffusion des valeurs chrétiennes et à l'encadrement spirituel des populations rurales. La féodalité française connut aussi des épisodes de confrontation armée marquants. Les luttes entre seigneurs pour la suprématie locale pouvaient dégénérer en véritables guerres privées, compromettant la stabilité régionale. Par ailleurs, la France dut également faire face à des incursions étrangères, notamment vikings, qui ravagèrent certaines parties du territoire. Ces invasions eurent pour effet d'accélérer l'édification de fortifications et la réorganisation défensive autour de noblesses fortes. Elles permirent aussi la diffusion des techniques militaires et influencèrent les relations entre seigneurs et population. Le rôle des souverains s'amplifia graduellement à mesure que les Capétiens réussissaient à asseoir leur autorité. L'institution royale chercha à s'imposer comme arbitre des conflits féodaux
et protecteur de l'ordre public. Cette ambition se traduisit par la création progressive d'administrations royales, bien que modestes, chargées de représenter le pouvoir du roi dans les provinces. L'établissement de la Cour de justice royale montrait aussi cette volonté d'unifier le droit et de limiter le pouvoir des juridictions seigneuriales. Ces transformations constituèrent les prémices d'un État plus centralisé, précurseur des évolutions à venir. L'apparition de parlements et de conseils royaux renforçait le lien entre le roi et ses sujets issus de la noblesse et du clergé. Ces assemblées contribuaient à la prise de décisions de plus en plus structurées, notamment en matière fiscale et législative. À travers elles, le pouvoir royal obtenait une forme de légitimité participative, tout en affirmant sa prééminence sur les seigneurs. Cette évolution confirmait l'engagement progressif vers une monarchie renforcée, sur des bases administratives et juridiques plus solides que celles héritées de l'époque carolingienne. Les premières dynasties royales, à commencer par les Capétiens, durent jongler entre la nécessité d'affirmer leur autorité et le respect des pouvoirs traditionnels. C'est dans ce jeu subtil de pouvoir que s'exprima la complexité politique du Moyen-Âge en France. Chaque règne fut marqué par des défis liés à la consolidation territoriale, aux alliances matrimoniales et aux rapports avec le clergé. Cette dynamique façonna progressivement l'identité politique du royaume, qui s'imposa peu à peu comme une entité distincte au sein du concert européen. À mesure que la monarchie renforça ses assises, les relations entre pouvoir central et pouvoirs locaux restèrent un équilibre délicat. Les seigneurs, bien que désormais soumis à l'autorité royale, continuèrent à jouer un rôle essentiel dans la gestion quotidienne des territoires. Les alliances, les révoltes occasionnelles et les négociations permanentes définissaient une période où le pouvoir était partagé, même si la tendance générale allait vers une concentration accrue. Cette période préparait le terrain pour les transformations importantes des siècles suivants, où la France se dota d'un État plus unifié et plus puissant. Enfin, l'influence de l'Église sur la politique et la société française au Moyen Âge ne saurait être sous-estimée. Elle agissait comme un vecteur d'unité idéologique, de moralité publique et de pouvoir économique. Le pouvoir papal intervenait parfois dans les affaires du royaume, notamment dans les conflits entre seigneurs et même avec la royauté. Cette dimension ecclésiastique ajoutait une couche supplémentaire à la complexité des rapports de force en France, articulant les liens entre foi et politique. À travers ce cadre, le Moyen-Âge féodal se présente comme une période fondatrice, riche de tensions et d'équilibres qui préfigurent le futur de la nation. Pour mieux comprendre les fondements et les évolutions de cette époque, l'analyse des dynamiques internes, des structures sociales et des interactions entre pouvoirs laïques et religieux est essentielle. Cette période révèle la lente construction d'une identité politique qui dépasse les seules frontières des seigneuries et forge un royaume en devenir. Tandis que la société et les institutions se transforment, l'écho de ces changements résonne dans les siècles suivants, préparant l'avènement de nouveaux modes de gouvernement et de relations sociales. Cela conduit naturellement à explorer les différentes facettes de la consolidation royale et des bouleversements politiques qui marquèrent la fin du Moyen Âge. La montée de la monarchie capétienne. La dynastie capétienne s'installe sur le trône de France au tout début du XIe siècle, marquant une étape essentielle dans l'affirmation du pouvoir royal et l'unification progressive du royaume. Hugues Capet est couronné roi en 1101, inaugurant une lignée dont le but majeur sera de renforcer l'autorité centrale face à la dispersion féodale caractéristique de cette époque. Son accession au trône est le fruit d'un équilibre fragile entre les grands seigneurs. Mais avec le temps, cette implantation se solidifie. L'un des aspects fondamentaux de cette période tient dans la mise en place d'une structure administrative capable d'épauler le souverain. Le royaume, alors largement morcelé, voit les Capétiens tenter d'établir des institutions capables de centraliser le pouvoir et de garantir une certaine continuité dans la gestion des affaires publiques. Peu à peu, les comtes et les ducs, dont le pouvoir affichait une forte autonomie, sont intégrés dans une hiérarchie
qui répond finalement à la couronne. Pendant les 2 premiers siècles de règne capétien, le pouvoir royal reste modeste, souvent limité à une aire autour de la région d'Île-de-France. Toutefois, la régularité de la succession dynastique offre une stabilité rare dans un univers politique fréquemment marqué par les conflits internes. Ce système dynastique repose sur la règle de primogéniture, assurant le passage direct du pouvoir au fils aîné, ce qui évite souvent de douloureuses guerres de succession. Par ailleurs, les Capétiens s'appuient sur la symbolique et le rituel pour asseoir leur légitimité. La cérémonie de sacre à Reims, sanctifiée par l'onction religieuse, confère au roi une dimension sacrée, renforçant ainsi son autorité. Ce lien entre l'Église et la monarchie contribue à forger une idée du pouvoir divinement mandaté, ce qui s'avère un outil politique efficace pour contenir les ambitions des seigneurs locaux. Sur le plan territorial, la stratégie capétienne consiste à étendre progressivement le domaine royal. Cela passe par des alliances matrimoniales habiles, des négociations, mais aussi des conquêtes visant à diminuer le poids des féodalités indépendantes. Ainsi, les rois cherchent à intégrer dans leur sphère directe des territoires stratégiques, consolidant peu à peu l'unité du royaume. Cette expansion territoriale est aussi soutenue par une politique d'incitation des populations, encourageant leur fidélité au roi. Le développement du droit royal constitue une autre pierre angulaire de cette transformation. La couronne cherche à imposer ses propres règles, en se démarquant des coutumes locales souvent disparates. L'établissement de parlements et de juridictions royales dans plusieurs villes offre au roi un moyen d'étendre son contrôle et d'arbitrer les conflits avec plus d'efficacité. Ces institutions permettent à la monarchie de gagner en autorité sur l'administration de la justice. Sur le plan économique, la monarchie capétienne profite de l'essor des cités et des échanges commerciaux qui se développent aux alentours des grandes voies de communication. Ce dynamisme urbain favorise la croissance des impôts et des revenus ducaux, essentiels pour financer les structures d'État. Les rois commencent également à organiser des recensements et des registres fiscaux afin de mieux gérer les ressources et de pérenniser leur influence. Les relations avec l'Église prennent également une place centrale dans cette phase. Le clergé est non seulement un allié clé dans la sacralisation du roi, mais il exerce aussi un rôle important dans l'administration et l'éducation. Le soutien de cette institution permet aux Capétiens de légitimer plus aisément leur pouvoir face aux nobles, mais aussi de bénéficier d'un réseau étendu servant les intérêts de la monarchie. Il ne faut pas oublier l'influence des croisades sur ce contexte. La participation des seigneurs français et parfois du roi lui-même à ces expéditions militaires apporte une nouvelle dimension à la gloire royale. Ces campagnes favorisent aussi le retour d'idées nouvelles et la consolidation de l'identité chrétienne du royaume, tout en créant des liens politiques et économiques avec d'autres puissances méditerranéennes. Au fil des décennies, la centralisation s'accélère, notamment à partir de la fin du XIIe siècle sous le règne de Philippe Auguste. Ce souverain est souvent considéré comme l'architecte de l'affirmation de la monarchie. Il réussit à récupérer de vastes territoires au profit de la couronne et à imposer une administration plus structurée. Son action enrichit les institutions royales, préparant la France à devenir un État fort et cohérent. La question financière reste un défi permanent. Les Capétiens doivent gérer les ressources limitées avec prudence, mais savent aussi tirer parti des systèmes de taxation et des droits de douane. Ces moyens permettent de financer les campagnes militaires, la justice royale et le maintien d'une cour capable d'imposer la présence du roi sur l'ensemble du territoire. La rigueur dans la gestion des avoirs publics est un facteur décisif dans le renforcement du pouvoir. L'évolution juridique accompagnant ce processus est également significative. Le droit coutumier commence à se standardiser sous l'impulsion de la royauté, tandis que les parlements naissants créent un précédent essentiel pour l'exercice de la justice étatique. Ces cours royales servent d'exemple et favorisent l'émergence d'un système judiciaire plus uniforme, contribuant à la cohésion intérieure de la France. Sur le plan militaire, la construction d'une armée royale moins dépendante des caprices féodaux est en cours.
le roi s'efforce de s'appuyer sur des troupes permanentes ou loyales à sa personne, diminuant ainsi la dépendance vis-à-vis des vassaux. Cette transformation permet une posture plus assurée face aux menaces extérieures ou aux rébellions internes, participant à la solidité de l'autorité monarchique. En parallèle, la société évolue sous l'impulsion de ces changements. La noblesse, qui autrefois dominait la scène politique par ses forces militaires, voit ses prérogatives se réduire peu à peu. Le clergé et la bourgeoisie commencent à s'affirmer comme des acteurs importants du royaume, contribuant à diversifier les bases de pouvoir qui soutiennent le roi. Ce phénomène annonce les transformations ultérieures. La monarchie capétienne s'inscrit ainsi dans une logique à la fois conservatrice et innovante. Conservatrice en cherchant à préserver un ordre et une hiérarchie, innovante en renouvelant les formes de gouvernance et en adaptant ses outils pour répondre aux enjeux d'un royaume en construction. Cette dualité caractérise toute la période et explique en partie la longévité de cette dynastie. À l'orée du XIIIe siècle, le royaume de France a donc considérablement changé. De petites principautés limitées à la région parisienne, il devient un ensemble plus vaste, où le pouvoir royal s'impose comme un fait politique incontournable. Ce cheminement n'est pas sans heurts ni période de tension, mais il prépare les bases d'un État capable de résister aux défis futurs. Les institutions mises en place forment le socle sur lequel se construira la France moderne. La centralisation administrative, le système judiciaire, les finances royales font désormais partie intégrante de la vie politique. Ces avancées progressives s'inscrivent dans une continuité qui dépasse les simples règnes individuels, témoignant d'un projet de long terme. En somme, la montée de la monarchie capétienne est une histoire de capacité à fédérer, à organiser et à légitimer le pouvoir dans un contexte difficile. Elle révèle aussi la volonté d'établir un royaume stable malgré la diversité des forces en présence. Cette période jette ainsi les fondations d'une France unifiée, prête à affronter les siècles à venir et à affirmer son rôle en Europe. Ces évolutions s'incarnent dans les choix stratégiques des rois, le développement des institutions, mais aussi dans la transformation des rapports sociaux. Elles préparent le terrain à des périodes de grandeur, tout en conservant la flexibilité nécessaire face aux aléas de l'histoire. La monarchie capétienne impose donc peu à peu la figure du roi comme centre de gravité d'un espace politique dynamique. La consolidation du domaine royal, les premières tentatives d'un État organisé, la mise en place de règles communes témoignent d'un changement profond. Cette mutation politique s'accompagne d'une réflexion sur l'exercice du pouvoir et sur le rôle du souverain dans un monde en pleine mutation. Elle pose les enjeux majeurs qui traverseront les siècles suivants. Toujours aux prises avec les réalités locales, le pouvoir capétien réussit néanmoins à s'affirmer face aux autorités traditionnelles. Il modifie les équilibres anciens en plaçant la couronne au centre de la vie politique et sociale. Cette montée en puissance a des répercussions durables sur la forme même de la monarchie et sur la destinée du royaume. Ces transformations interviennent dans un contexte européen marqué par la formation d'autres entités souveraines, ce qui incite à comparer et parfois à s'inspirer mutuellement. La France, par la force de sa monarchie capétienne, participe ainsi pleinement au mouvement général de structuration des États médiévaux, qui témoignera de la naissance des États modernes. Finalement, cette période apparaît comme une étape cruciale, où la notion même de royauté prend une nouvelle dimension. L'équilibre entre les pouvoirs, les règlements administratifs et judiciaires, l'intégration de différents peuples sous une même autorité annonce la construction d'une nation. Cette évolution est lente, mais déterminée, inscrite dans la durée et la complexité du temps long historique. Le règne des Capétiens ouvre une ère dont les fondations posées cette époque seront capitales pour l'identité politique et culturelle française. Ces racines profondes continueront d'influencer la manière dont le pouvoir se déploie, s'organise et se transmet dans les siècles suivants. L'histoire de France trouve ainsi ses premiers marqueurs durables dans cette aventure monarchique. Ce récit montre que l'unification du royaume ne fut pas un acte soudain, mais le résultat d'un processus patient,
reposant sur des conquêtes multiples, des réformes administratives et une volonté constante de légitimation. La monarchie capétienne incarne cette dynamique en s'imposant progressivement comme la force stabilisatrice essentielle. À mesure que se consolide l'autorité royale, les fondements d'un État commencent à apparaître, avec ses institutions, ses lois, son administration. Ces bases permettent au pouvoir central de s'affirmer et d'étendre son influence à travers tout le territoire, préparant les conditions de la France moderne. Ainsi, cette période constitue le pivot décisif entre un Moyen-Âge fragmenté et une monarchie unifiée. La transition vers la suite de l'histoire continue avec de nouveaux défis et de nouvelles conquêtes, qu'il conviendra de découvrir en explorant les règnes des souverains qui suivront. Ils prolongeront les efforts engagés, parfois en les amplifiant, toujours en s'inscrivant dans l'héritage capétien qui a façonné durablement le royaume. C'est donc un moment essentiel, où la monarchie trouve son âme politique dans un effort continu de construction d'un pouvoir légitime, stable et fort. Cette étape prépare ainsi le terrain pour les transformations majeures des siècles à venir, offrant une compréhension profonde des mécanismes qui sous-tendent l'histoire de France. La guerre de Cent Ans et son impact. La guerre de Cent Ans constitue une période déterminante dans l'histoire de la France, caractérisée par un conflit prolongé entre le royaume de France et celui d'Angleterre. Cette guerre, qui s'étale sur plus d'un siècle, débute au milieu du XIVe siècle. Ses origines sont multiples, mêlant des questions dynastiques et territoriales complexes, ainsi que des rivalités économiques et politiques profondément ancrées. Le déclenchement du conflit survient à la mort du roi Charles le IV, qui laisse la couronne sans héritier direct, ce qui engendre une lutte de succession. Deux familles royales rivales avancent alors des revendications. Les Valois en France et les Plantagenets en Angleterre, ce qui entraîne la confrontation armée. L'Angleterre revendique la couronne par le biais d'Édouard le III, alors que le Parlement français opte pour Philippe de Valois. Ce différend donne lieu à une série de campagnes militaires variées qui traversent plusieurs phases, marquées par des victoires, des défaites et des périodes d'accalmie. Parmi les batailles les plus emblématiques, celle de Crécy en 1336, puis celle de Poitiers en 1356, se distinguent par la supériorité initiale des armées anglaises, grâce à l'usage efficace de l'arc long. Durant cette guerre, les chevauchées anglaises provoquent une désolation importante dans plusieurs régions françaises, affectant durablement l'économie locale et les populations rurales. Cependant, la résistance française renaît progressivement, notamment grâce à des figures telles que Bertrand du Guesclin, qui parvient à reconquérir plusieurs places fortes. Le conflit entre dans une nouvelle phase avec l'apparition de Jeanne d'Arc, une figure emblématique qui symbolise le renouveau patriotique français. Son rôle dans la levée du siège d'Orléans en 1435 marque un tournant décisif dans la dynamique du conflit. La guerre, marquée par une alternance de réussite et de revers, révèle aussi des transformations sociales et politiques profondes. Elle voit notamment l'affirmation du rôle de la monarchie dans la consolidation du pouvoir territorial en France. Par ailleurs, le conflit stimule l'évolution des techniques militaires et le développement des armes à feu, transformant l'art de la guerre traditionnelle. Dans le même temps, les répercussions économiques ne sont pas négligeables. Les destructions engendrées dans les campagnes ainsi que le poids financier de la guerre conduisent à des tensions sociales croissantes. L'impact culturel de cette période se manifeste aussi au travers des récits, des chroniques et des œuvres littéraires, qui contribuent à forger une mémoire collective autour de la résistance française et de l'héroïsme national. Cette mémoire trouve ses racines dans des événements précis, mais aussi dans le mythe autour de personnages comme Jeanne d'Arc, dont la postérité transcende les siècles. La guerre de Cent Ans laisse donc une empreinte durable non seulement sur la structure politique du royaume, mais également sur l'identité culturelle du pays. Au terme de ces décennies de lutte, la paix est officiellement restaurée avec la signature du traité de Castillon en 1453, qui met fin à la présence anglaise quasi totale sur le territoire français, à l'exception de quelques enclaves.
Ce succès marque la réunion de la majorité des provinces sous l'autorité du roi de France, renforçant ainsi l'intégrité nationale. Ce processus contribue à l'émergence d'un sentiment d'unité et à la centralisation politique qui caractérise la monarchie française à la fin du Moyen Âge. La guerre de Cent Ans a aussi favorisé la montée en puissance de la noblesse et du clergé dans certaines régions, tout en accentuant le poids de l'État royal. Parmi les transformations administratives, la réforme de la fiscalité et la structuration plus étroite des taxes apparaissent comme des conséquences directes des besoins financiers provoqués par ce long conflit. Par ailleurs, les villes gagnent en importance, se consolidant comme des centres de pouvoir économique et culturel, favorisant un développement urbain notable. Sur le plan militaire, la disparition progressive de la chevalerie traditionnelle au profit d'armées professionnelles plus diversifiées change radicalement la nature des combats. L'usage accru de la poudre à canon et des fortifications adaptées bouleverse les stratégies et impose de nouvelles logiques de défense et de siège. Ces évolutions influencent durablement les conflits futurs dans toute l'Europe, faisant de cette guerre un terrain d'expérimentation et d'innovation. Dans le contexte social, la guerre provoque des déplacements de population, des famines périodiques et une instabilité qui pèse sur les campagnes comme sur les villes. Ces conditions accentuent les tensions entre différentes classes sociales, renforçant parfois les mouvements de contestation et les révoltes locales. Par ailleurs, les liens entre les seigneurs locaux et la population paysanne évoluent, en partie en raison des besoins de recrutement et d'approvisionnement des armées. En résumé, ce conflit emblématique dépasse largement le cadre d'une simple lutte territoriale pour définir une période charnière de l'histoire de France. Il structure la monarchie, redessine les frontières, influe sur la culture et transforme en profondeur la société. La mémoire de cette guerre demeure vivante à travers les siècles, nourrissant une part importante de l'identité collective française. Cette période offre un regard essentiel sur les mécanismes du pouvoir, les dynamiques de guerre et les mutations sociales à l'œuvre au Moyen Âge. Ainsi, la paix retrouvée à la mi-XVe siècle ouvre la voie à de nouvelles orientations politiques, économiques et culturelles qui marquent le début d'une ère différente. La concentration du pouvoir royal, associée à une certaine stabilisation territoriale, prépare les fondements du royaume moderne. Cette période inaugure aussi des échanges plus intenses avec les autres territoires européens, influençant la trajectoire historique de la France pour les siècles suivants. Nous poursuivrons cette exploration en abordant les transformations liées à la Renaissance et les mutations profondes qui s'ensuivent. La Renaissance et les transformations culturelles. La Renaissance en France s'inscrit dans une période de profond renouvellement intellectuel, artistique et politique qui s'étend du milieu du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Ce fut une époque marquée par la redécouverte des textes classiques, favorisant un courant humaniste qui mit l'homme au centre des préoccupations. Les ateliers d'art, les cours royales et les académies devinrent des lieux d'échange où la science, la philosophie et les arts se développèrent harmonieusement. Parallèlement, le royaume français renforça son pouvoir monarchique, posant les bases d'un État moderne capable de s'imposer dans une Europe en pleine transformation. L'arrivée progressive des idées humanistes se traduisit par une reconnaissance nouvelle de la valeur des connaissances antiques. Des érudits tels que François Rabelais illustrèrent ce courant en mêlant critique sociale, satire et redécouverte des auteurs latins et grecs. Les voyages d'exploration, notamment ceux de Jacques Cartier qui explora le Canada, furent aussi une source d'enrichissement intellectuel et politique. Ils apportèrent à la cour royale des récits et des objets du Nouveau Monde, favorisant ainsi une vision élargie du monde. Ces découvertes permirent à la France d'affirmer son influence au-delà de ses frontières traditionnelles. Sur le plan artistique, la Renaissance se traduisit par une évolution radicale des formes et des techniques. La peinture, la sculpture et l'architecture adoptèrent des modèles inspirés de l'Antiquité, mettant l'accent sur la perspective, la proportion et l'harmonie. Léonard de Vinci, invité à la cour de François Ier, fut une figure centrale de cette période. Ses travaux, tant artistiques que scientifiques, illustrèrent la recherche d'un savoir
universelle. Les châteaux de la Loire, avec leurs façades élégantes et leurs jardins aménagés selon les canons Renaissance, témoignent encore aujourd'hui de cette volonté de conjuguer beauté et fonctionnalité. Par ailleurs, la science connut un dynamisme inédit. Les études sur l'anatomie, les mathématiques et l'astronomie progressèrent avec des figures telles que Nicolas Copernic, dont les idées bouleversèrent la conception traditionnelle du cosmos. En France, des académies scientifiques virent le jour, servant de plateforme pour la diffusion et la discussion des nouvelles connaissances. Cette période permit de poser les jalons d'une recherche rationnelle et systématique, souvent associée plus tard au terme de révolution scientifique. Le développement de l'imprimerie fut également un facteur déterminant dans la propagation des idées Renaissance. La diffusion massive des ouvrages permit une diffusion plus rapide et plus large des connaissances. Les traductions d'œuvres antiques, les traités humanistes et les romans s'adressaient désormais à un public plus vaste, contribuant à l'alphabétisation et à l'éveil intellectuel de couches sociales plus diverses. Cette nouvelle accessibilité modifia l'équilibre des savoirs, remettant en question l'exclusivité des élites en matière de culture et de savoir. Sur le plan politique, cette période vit un renforcement significatif de la monarchie française. François Ier incarna ce pouvoir renouvelé, affirmant la souveraineté du royaume, tout en s'entourant d'intellectuels et d'artistes. Par ses décisions, il posa les bases d'un État centralisé modernisé, favorisant la paix intérieure et la stabilité. Pourtant, cette consolidation ne se fit pas sans tension, notamment face aux défis religieux qui allaient secouer profondément la France lors des guerres de religion qui suivirent. Les échanges internationaux jouèrent un rôle essentiel dans ce dynamisme. La France s'inséra dans un vaste réseau diplomatique et commercial qui liait l'Europe aux autres continents. Ces interactions favorisaient l'accueil et l'adaptation des savoirs étrangers, que ce soit à travers les traités, les mariages princiers ou les missions commerciales. Par exemple, les liens avec l'Italie, berceau de la Renaissance, furent décisifs pour importer les modèles culturels et artistiques. Cette ouverture contribua à enrichir la société française et à diffuser un esprit ouvert et curieux. La Renaissance remodela également la culture religieuse. Si le catholicisme restait la religion dominante, les débats théologiques et les questionnements suscités par la réforme protestante provoquèrent une remise en cause partielle des dogmes établis. Ce contexte favorisa l'émergence d'une réflexion spirituelle plus personnelle, ainsi qu'une production littéraire et artistique marquée par ses tensions et ses espoirs de renouveau. La coexistence difficile entre catholiques et protestants joua un rôle majeur dans la vie politique et sociale du royaume. Dans le domaine des lettres, cette période vit la production d'œuvres majeures qui témoignent de la richesse intellectuelle de l'époque. Rabelais, Montaigne et d'autres auteurs explorèrent l'humanité sous des angles nouveaux, mêlant philosophie, autobiographie et observation sociale. Leur écriture, souvent teintée d'un pragmatisme réfléchi, invitait à la tolérance et au questionnement. Cette littérature contribua durablement à forger une identité culturelle française à la fois attachée à ses racines et ouverte à l'universel. Les avancées techniques et architecturales marquèrent profondément le paysage. La construction de nombreux édifices publics et privés selon les modèles Renaissance fit de nombreuses villes françaises des centres d'art et d'urbanisme exemplaires. Les innovations dans l'aménagement des cours et des jardins reflétèrent une volonté nouvelle d'harmoniser l'homme avec son environnement. Ces réalisations témoignent de la capacité de la France à intégrer et à renouveler les apports étrangers pour les adapter à ses propres besoins. L'éducation connut aussi des transformations significatives. Les universités s'ouvrant à ces nouveaux savoirs projetèrent une lumière nouvelle sur la science et la philosophie. L'enseignement des langues anciennes fut valorisé, ce qui permit une meilleure compréhension des textes classiques. Cette évolution contribua à former une élite instruite capable de participer activement aux débats intellectuels et politiques. Le savoir devint ainsi un outil de pouvoir, mais aussi de critique constructive. Les échanges culturels ne se limitèrent pas à l'Italie.
La conquête de nouvelles terres et les alliances diplomatiques placèrent la France au centre de multiples flux d'influence, mêlant tradition locale et innovation venue d'ailleurs. Cette capacité à assimiler et transformer les apports reçus fut un trait caractéristique de la Renaissance française. Elle contribua à façonner une société où les aspirations à la connaissance et au progrès coïncidaient avec le maintien d'une forte identité nationale. Cette période de la Renaissance, bien que marquée par de grandes avancées, présenta aussi des contradictions. La centralisation du pouvoir royal se heurta aux particularismes régionaux, et les tensions religieuses finirent par opposer durablement les citoyens. Ces défis posèrent les bases de transformations profondes qui allaient marquer le siècle suivant. La France, dans sa recherche d'équilibre entre tradition et modernité, sut néanmoins préserver son rôle majeur au sein de l'Europe. La diffusion de l'art de vivre à la française prit aussi son essor. La cour royale, notamment sous François Ier, imposa un modèle de raffinement et d'élégance qui s'exporta largement. Les arts décoratifs, la gastronomie et la mode contribuèrent à définir un style qui allait influencer les élites de toute l'Europe. Cette dimension culturelle joua un rôle crucial dans la projection internationale de la France, renforçant son prestige politique tout en affirmant son identité. Au terme de cette période, la France avait intégré les idéaux humanistes, enrichi son patrimoine artistique et scientifique et affirmé son autorité politique. Ce fut un moment de synthèse entre héritage ancien et esprit novateur. Les fondations posées par la Renaissance permirent d'envisager les défis à venir avec une conscience renouvelée des capacités humaines. Cette époque demeure une étape clé pour comprendre les évolutions qui façonnèrent par la France moderne. Cette histoire complexe et riche se poursuivra naturellement vers une époque plus troublée, marquée par des conflits intérieurs et des tensions internationales. Le passage des Lumières et la montée des idées politiques nouvelles préfigureront les transformations majeures que la France connaîtra en devenant une puissance européenne déterminante. Ainsi, la Renaissance apparaît comme un pont entre tradition et modernité, une étape fondamentale dans l'histoire du pays. Les réflexions et les réalisations de cette période continuent d'influencer profondément la culture française contemporaine. L'humanisme, le goût pour les arts et la recherche scientifique constituent aujourd'hui encore des piliers essentiels de la société. La manière dont la France s'ouvrit au monde au cours de cette époque demeure un exemple d'adaptation et de renouvellement. C'est un moment où le passé et l'avenir se conjuguent pour dessiner une trajectoire unique. Tous ces éléments, mêlés avec soin et progressivité, montrent comment la Renaissance française ne fut pas seulement un ensemble d'événements ponctuels, mais un mouvement profond et cohérent. Sa compréhension permet de mieux saisir les fondements culturels, politiques et sociaux du pays. Cette période représente un chapitre décisif pour imaginer les évolutions ultérieures et les dynamiques qui animent encore la France aujourd'hui. C'est donc avec cette richesse d'évolution que s'achève cette partie de l'histoire, prête à céder la place aux transformations complexes des siècles suivants. Les bouleversements politiques, sociaux et intellectuels à venir trouveront leurs racines dans ce moment d'équilibre entre héritage ancien et esprit novateur. La France, forte de cette expérience, s'apprête à affronter avec ses contradictions et ses promesses un avenir en mutation, les guerres de religion et l'avènement d'Henri IV. Les tensions religieuses qui déchirèrent la France durant la seconde moitié du XVIe siècle trouvèrent leur origine dans la profonde division entre catholiques et protestants, nommée huguenots. Cette fracture dogmatique ne tarda pas à s'élargir en conflit ouvert, marquant une période sombre que l'on appelle les guerres de religion. Dès les années 50, la diffusion des idées réformées, empruntées aux enseignements de Calvin, gagna du terrain, séduisant notamment une part importante de la noblesse et des élites bourgeoises dans certaines régions. Face à cette expansion, le pouvoir royal, soutenu par le clergé catholique, réagit avec fermeté, alimentant un climat de suspicion qui dégénéra en affrontements sanglants. Ces conflits, souvent ponctués d'atrocités, firent émerger plusieurs figures emblématiques dont le rôle fut décisif dans l'évolution de la nation.
Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1562 fut un épisode tragique qui illustrera la brutalité de cette lutte. En une seule nuit, des milliers de protestants furent atrocement assassinés à Paris, causant une onde de choc profonde à travers le royaume et intensifiant les hostilités. Ce massacre, orchestré par les forces catholiques et accepté tacitement par Catherine de Médicis, alors régente, démontra l'incapacité des dirigeants à trouver un compromis. Pourtant, il ne parvint pas à anéantir le mouvement protestant qui persista grâce à une organisation rigoureuse et le soutien populaire dans certains territoires, notamment dans le Midi. Les guerres de religion, réparties en 8 phases principales s'échelonnant jusqu'en 1589, furent également marquées par des alliances mouvantes, mêlant calculs politiques et intérêts confessionnels. Les nobles jouèrent un rôle ambivalent, certains soutenant la cause huguenote pour affirmer leur pouvoir face à la couronne, tandis que d'autres restaient fidèles au catholicisme. Ce contexte complexifia la tâche des monarques successifs, dont les décisions visaient souvent à maintenir l'équilibre fragile entre paix et autorité royale. Henri III, le dernier souverain de la maison Valois, en fut la figure centrale dans la dernière décennie de ces conflits, tentant sans succès d'apporter un apaisement durable. La montée en puissance de la maison de Bourbon, issue de la branche cadette de la famille royale, modifia profondément la donne politique et religieuse. Henri de Navarre, futur Henri IV, incarna cette double dimension. Héritier dynamique et pieux du protestantisme, il fut confronté à un dilemme: revendiquer le trône de France dans un royaume majoritairement catholique ou renoncer à sa foi pour assurer la paix. Son accession au pouvoir en 1589 marqua une étape décisive, non seulement parce qu'elle mit fin officiellement aux guerres de religion, mais surtout parce qu'elle initia une politique de réconciliation d'une ampleur inédite. Il sut comprendre que la stabilité du pays ne pouvait s'appuyer uniquement sur la domination d'une confession au détriment d'une autre. Le célèbre édit de Nantes, promulgué en 1589, concrétisa son engagement en faveur de la tolérance. Cet édit octroyait aux protestants des droits civils et religieux, tout en maintenant le catholicisme comme religion d'État. Il permit de garantir la coexistence pacifique dans un cadre légal, réduisant ainsi les sources de conflits. Ce compromis fut perçu par certains comme une trahison, notamment parmi les catholiques les plus intransigeants. Mais il assura une longue période de paix relative. Henri IV fit également preuve d'une pragmatique habileté politique, renforçant le pouvoir royal tout en ménageant les différents partis. Son règne consacra davantage l'idée que le roi devait être le garant de l'unité plutôt que le simple défenseur d'une faction. Par ailleurs, le règne d'Henri IV fut on ne peut plus favorable au développement économique et social. Après des décennies de guerre, le pays se releva progressivement grâce à des réformes visant à stabiliser la fiscalité, à encourager l'agriculture et le commerce. Ces mesures favorisaient l'apaisement en améliorant les conditions de vie des populations, particulièrement dans les régions les plus affectées par les conflits. La politique de pacification ne se limitait donc pas à la sphère religieuse, mais englobait une vision plus globale de la reconstruction nationale. Ainsi, l'héritage d'Henri IV dépasse la simple réconciliation confessionnelle pour s'inscrire dans une dynamique de modernisation du royaume. Malgré cette avancée majeure, les tensions ne disparurent pas totalement. Le siècle suivant vit encore s'opposer des courants antagonistes, parfois exacerbés par des influences étrangères. Néanmoins, les bases posées par Henri IV permirent d'éviter une nouvelle guerre civile ouverte et préparèrent le terrain à l'émergence de l'absolutisme royal sous Louis XIII et Louis XIV. Ce processus, marqué par le renforcement de la centralité du pouvoir, prit racine dans les séquelles des guerres de religion et dans la nécessité d'un ordre unifié pour garantir la pérennité de la monarchie. Le passage de l'ère des divisions à celui d'une monarchie consolidée reste une étape clé dans l'histoire politique française. En somme, cette période fut un tournant majeur,
où l'affrontement idéologique provoqua une crise profonde, mais également une réflexion sur la nature du pouvoir et la place de la religion dans la société. La figure d'Henri IV symbolise la tentative d'harmoniser ces tensions par une politique réaliste et semi-libérale pour l'époque, qui ouvrit la voie à des transformations durables. Ce moment de l'histoire reflète donc la complexité des identités nationales en construction et la difficulté de concilier diversité et unité dans un État moderne. À travers ce prisme, on comprend mieux comment la France a évolué vers un régime stable, en passant par les épreuves des conflits intérieurs. Le récit de cette période conduit naturellement à examiner les conséquences à long terme de ces choix, notamment le rôle durable de l'édit de Nantes et la manière dont le pouvoir royal utilisa ses acquis pour asseoir sa prééminence. La transition vers les politiques absolutistes et la centralisation progressive de l'État se justifient en partie par la volonté d'éviter le retour de troubles similaires. De ce fait, l'influence de ces événements demeure fondamentale pour appréhender la continuité et les ruptures dans l'histoire de France. Cette réflexion prépare à aborder les évolutions qui caractérisent les 2 siècles suivants, marqués par le rayonnement culturel et politique du pays. L'apogée de la monarchie absolue sous Louis XIV. Louis XIV, le roi qui régna pendant 72 années, incarna l'apogée de la monarchie absolue en France. Son règne, débuté en 1670, fut caractérisé par une centralisation du pouvoir sans précédent. En effet, il affirma avec fermeté que « l'État, c'est moi », exprimant ainsi la fusion du souverain et de l'État. Cette phrase, bien que célèbre et probablement apocryphe, symbolise parfaitement son autorité incontestée. L'essor de Versailles constitue l'un des aspects les plus notables de son règne. Initialement un modeste pavillon de chasse construit sous Louis XIII, le domaine fut transformé sous Louis XIV en un immense palais. Versailles devint à la fois la résidence royale et le centre politique de la France. La construction, commencée en 1674, s'étendit sur plusieurs décennies, impliquant les plus grands architectes, décorateurs et artistes de l'époque. Ce lieu manifeste la grandeur et la puissance de la monarchie absolue. Par sa volonté de contrôler la noblesse, Louis XIV imposa la cour à Versailles, obligeant les grands seigneurs à résider au palais pour y recevoir sa faveur. Cette politique réduit l'influence politique des aristocrates en les éloignant de leurs terres et en les soumettant à un strict cérémonial. Ainsi, le roi limitait les risques de rébellion tout en créant un environnement propice à la surveillance et à la loyauté. L'organisation de la cour devint un instrument puissant du centralisme monarchique. Sur le plan économique, Colbert, ministre le plus marquant du règne, mit en place une politique de mercantilisme. Il encouragea le développement des manufactures et institua des règles strictes pour promouvoir l'industrie et le commerce français. La volonté était de rendre la France autosuffisante et de renforcer son poids économique face aux grandes puissances européennes. Colbert fonda également la Compagnie des Indes orientales pour étendre les territoires et les échanges commerciaux à l'étranger. Sur le plan militaire, la France connut plusieurs conflits qui marquèrent durablement son histoire. La guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de succession d'Espagne furent autant d'occasions pour Louis XIV d'affirmer la puissance française en Europe. Malgré des victoires importantes, ces guerres épuisèrent peu à peu les ressources du royaume. La diplomatie fut aussi utilisée pour limiter les coalitions adverses et maintenir la position de la France dans les différentes alliances européennes. La construction d'un État administratif efficace accompagna cette expansion politique et militaire. Louis XIV restructura l'administration du royaume en nommant des intendants dans les provinces, hommes de confiance chargés de faire appliquer les ordres royaux. Cette organisation permit d'assurer une cohérence et un contrôle rigoureux des territoires, en contrôlant surtout la fiscalité et la justice. Le roi renforça ainsi le lien direct entre la couronne et le pays. Dans le domaine culturel, le règne de Louis XIV fut également un âge d'or. Le roi, mécène généreux, soutint les arts et les lettres. L'Académie française, fondée dès le début du XVIIe siècle,
fut consolidée et protégea la langue et la littérature française. Des figures majeures telles que Molière, Racine et Lully connurent à cette époque l'apogée de leur génie. L'art, la musique et la littérature devinrent les reflets de la grandeur royale, participant à la construction d'un imaginaire national fort. Ce sentiment d'universalité passa aussi par la religion. Louis XIV adopta une politique d'unification religieuse sous le catholicisme, notamment en révoquant l'édit de Nantes en 1685. Cette décision entraîna la persécution des protestants, contraints à l'exil ou à la conversion. Le roi considérait en effet la religion comme un facteur essentiel d'ordre et d'unité. Cette orientation renforça le pouvoir de l'Église catholique dans les affaires du royaume. L'architecture de Versailles symbolise la puissance et la volonté d'ordre de Louis XIV. Les jardins du parc, dessinés par André Le Nôtre, offrent une perspective d'harmonie et de maîtrise sur la nature. Chaque détail, de la fontaine de la Tonne au célèbre bosquet, participe à un discours symbolique sur la souveraineté et la splendeur. Ce lieu témoigne de la place centrale accordée à l'image du roi, tout en offrant un cadre propice à la vie sociale et politique. Louis XIV ne fut cependant pas exempt de critiques, tant pour ses ambitions que pour les lourds impôts nécessaires à financer ses projets. Le poids fiscal pesait particulièrement sur les classes populaires et la paysannerie. Les effets de la centralisation renforcèrent aussi les tensions entre les différentes régions, parfois réticentes à la tutelle parisienne. Malgré ces difficultés, le modèle monarchique rayonna bien au-delà des frontières françaises, inspirant d'autres puissances. L'empreinte laissée par le règne de Louis XIV sur la France est immense. Il marque l'âge classique où la monarchie consolidée, appuyée sur une administration efficace, une armée puissante et une culture brillante, impose son style et sa vision. Toutefois, les fondations ainsi posées dévoileront leurs limites dans les décennies suivantes, ouvrant la voie à des transformations profondes. Le temps approche où de nouveaux vents souffleront sur le royaume. Dans cette perspective, la fin du règne de Louis XIV annonce un tournant politique et social, prélude aux défis qui attendent la France au XVIIIe siècle. Le passage à la modernité implique une remise en question des structures et des valeurs établies durant ce long âge d'or. Ainsi s'ouvre la continuité de l'histoire française, complexe et riche, qui mérite une exploration attentive et nuancée dans les chapitres à venir. Les Lumières et les idées nouvelles. Le XVIIIe siècle, connu sous le nom de siècle des Lumières, est une période remarquable où la pensée européenne a profondément évolué. En France, cette époque voit l'émergence d'une nouvelle manière de comprendre le monde, fondée sur la raison, la science et le questionnement des traditions établies. Des philosophes tels que Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu deviennent les figures centrales de ce mouvement intellectuel qui remet en cause les fondements de la société et du pouvoir. L'importance de la raison est au cœur des Lumières. Il ne s'agit plus d'accepter les dogmes ou les croyances aveuglément, mais de chercher des explications rationnelles à tous les phénomènes, qu'ils soient naturels, sociaux ou politiques. Cette approche entraîne une critique accrue des institutions comme l'Église et la monarchie absolue, considérées comme des entraves au progrès et à la liberté individuelle. Ainsi, l'idée que le savoir doit être accessible à tous commence à prendre forme, avec notamment la publication de l'encyclopédie dirigée par Diderot et d'Alembert. Rousseau joue un rôle particulier dans cette réflexion. Ses écrits questionnent la nature humaine et les rapports entre l'individu et la société. Il développe la notion de contrat social, selon laquelle la légitimité politique repose sur un accord entre les gouvernés et leurs dirigeants. Cette idée s'oppose clairement à la monarchie fondée sur le droit divin. Par ailleurs, Rousseau valorise la démocratie directe et considère que la volonté générale doit guider les décisions collectives, ce qui influence profondément les débats ultérieurs sur la démocratie en France. Montesquieu, quant à lui, propose une autre vision du pouvoir politique en introduisant la séparation des pouvoirs dans son ouvrage « De l'esprit des lois ». Selon lui, pour éviter la tyrannie,
il est nécessaire que le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire soit exercé par des instances distinctes. Cette conception s'éloigne des pratiques centralisées de l'Ancien Régime et inspirera les institutions postérieures. Montesquieu accorde aussi une grande attention aux lois en fonction des particularités géographiques, sociales et historiques, soulignant que la justice ne peut être universelle sans tenir compte du contexte. Voltaire, célèbre pour son esprit critique et son écriture incisive, incarne la lutte contre l'intolérance et l'obscurantisme. Il s'oppose fermement à l'absolutisme royal et à la puissance de l'Église catholique quand elle restreint la liberté de penser. Voltaire défend la liberté d'expression et la tolérance religieuse, affirmant que le progrès passe par la liberté individuelle et la diffusion des idées nouvelles. Ses écrits suscitent souvent la controverse, mais ils contribuent à ouvrir les esprits à d'autres perspectives, notamment grâce à ses nombreux voyages en Europe. Cette période voit également le développement de la science avec des figures telles que Buffon en histoire naturelle ou Lavoisier en chimie, qui révolutionnent les connaissances et posent les bases de la méthode scientifique moderne. Les découvertes ne cessent d'affirmer la capacité de la raison humaine à comprendre la nature, ne dépendant plus uniquement de doctrines religieuses. Par ailleurs, la création de salons littéraires et philosophiques permet aux intellectuels de se réunir, d'échanger et de diffuser largement ces idées. L'encyclopédie, projet colossal lancé au milieu du siècle, incarne cette ambition de regrouper et de transmettre le savoir universel. À travers ses articles, elle critique avec finesse les institutions et aborde des sujets variés, allant des sciences aux arts en passant par l'économie et la société. Ce vaste travail collectif marque un tournant dans la diffusion des connaissances, participe directement à l'esprit critique qui se développe à cette époque. L'œuvre rencontre toutefois de fortes résistances, notamment de la part du clergé et de certaines autorités. Les Lumières ont aussi un impact important sur les idées économiques et sociales. Adam Smith, bien qu'écossais, influence certains penseurs français en défendant le libre-échange et la liberté économique comme moteur de prospérité. Sur le plan social, on observe une interrogation croissante sur la justice sociale, l'éthique et la place des individus dans la société. Cette réflexion nourrit peu à peu les revendications visant à limiter les privilèges de la noblesse et du clergé, tout en affirmant le principe d'égalité. Dans le domaine politique, les réflexions des philosophes des Lumières préparent le terrain aux bouleversements majeurs qui se dérouleront à la fin du siècle. L'idée que la souveraineté appartient au peuple et que le gouvernement doit être au service de ses citoyens gagne en influence. Ces conceptions remettent en cause l'ordre monarchique traditionnel et annoncent les prémices de la Révolution française, qui tentera de réaliser ces idéaux. Toutefois, ces idées ne trouvent pas immédiatement leur application. Le roi Louis XV puis Louis XVI, confrontés à des difficultés économiques et sociales croissantes, essuient les critiques sans pouvoir réformer profondément le système politique. Le clivage entre les partisans du changement et les défenseur de l'ordre ancien s'accentue, la société française devenant le théâtre d'un débat intense entre tradition et modernité. En somme, le siècle des Lumières est une époque marquée par une effervescence intellectuelle sans précédent. Il établit les bases de la modernité en révolutionnant la pensée politique, sociale et scientifique. C'est un temps où l'humanité cherche à s'émanciper de l'ignorance et de la domination pour mieux comprendre son environnement et organiser sa vie collective selon des principes nouveaux. Ces idées laisseront une empreinte durable sur la France et au-delà. À mesure que ce siècle s'achève, les tensions accumulées entre les aspirations à la liberté et les résistances institutionnelles atteignent un point critique. Cette période est donc non seulement une ère d'illumination intellectuelle, mais aussi d'agitation sociale profonde, qui annonce les futurs bouleversements. La réflexion continue sur ces questions ouvre ainsi naturellement la voie aux transformations politiques majeures que connaîtra la France dans les années suivantes. La Révolution française et ses conséquences immédiates. La Révolution française constitue un moment charnière dans l'histoire de France, marquant une transformation radicale, tant politique que sociale. Ces causes profondes reposent sur des facteurs économiques
sociaux et intellectuels qui avaient mûri pendant plusieurs décennies. La monarchie absolue, incarnée par Louis XVI, faisait face à un royaume en crise fiscale et sociale, où les inégalités entre les ordres se creusaient de manière insoutenable. La noblesse et le clergé bénéficiaient de privilèges importants, tandis que le tiers-État, composé de paysans, d'ouvriers et de bourgeois, supportait la majeure partie des impôts. La conjoncture défavorable du XVIIIe siècle aggravait ces tensions. Une succession de mauvaises récoltes entraînait famine et hausse des prix du pain, alimentant le mécontentement populaire. La dette de l'État augmentait, notamment à cause de participations coûteuses dans des conflits mondiaux, tels que la guerre d'indépendance américaine. Face à l'impossibilité de financer les dépenses, Louis XVI convoqua les États généraux en 1789, une assemblée qui n'avait pas été réunie depuis plus de 160 ans. Les États généraux réunis en mai 1789 révélèrent les tensions entre les ordres. Le tiers-État, d'envergure majoritaire, revendiqua une représentation plus équitable, refusant de siéger séparément. Cette posture mena à la création, quelques jours plus tard, de l'Assemblée nationale, expression directe de la volonté populaire. Cet acte symbolique ouvrit la voie à une série de changements institutionnels majeurs. Le serment du jeu de paume, prononcé le 20 juin 1789, engagea les députés à ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. L'été 1789 fut également marqué par la prise de la Bastille le 14 juillet, un événement qui devint emblématique de la Révolution. La prison royale, symbole du despotisme, tomba entre les mains de citoyens parisiens, renforçant le caractère populaire et insurrectionnel du mouvement. Parallèlement, la Grande Peur agita les campagnes, où des rumeurs de complots aristocratiques mirent les paysans en effervescence. Ces événements précipitèrent la fin des privilèges. La nuit du 4 août 1789 vit l'abolition des droits féodaux et des privilèges, une mesure révolutionnaire qui bouleversa la structure sociale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août, posa les bases d'une nouvelle société fondée sur l'égalité, la liberté et la souveraineté populaire. Cette charte devint un texte fondamental, inspirant tant la France que d'autres révolutions dans le monde entier. Cependant, la révolution ne fut pas linéaire et connut des moments de crise et de violence. La fuite à Varennes du roi Louis XVI en 1790 fut perçue comme une trahison, accélérant sa chute. La monarchie fut abolie en septembre 1790 et une république fut proclamée, un régime inédit dans l'histoire française. Cette période fut également marquée par une radicalisation politique intense, symbolisée par l'ascension de figures telles que Robespierre. La guerre civile et les conflits internes, comme ceux entre Girondins et Montagnards, reflétaient des divergences profondes sur l'orientation à donner à la République. La terreur, dirigée par le Comité de salut public, s'imposa comme une période sombre où des milliers de personnes furent guillotinées, accusées d'opposition au régime révolutionnaire. Ce contexte extrême visait à préserver la Révolution face à ses ennemis intérieurs et extérieurs, mais engendra également peur et division. Malgré ces tensions, la Révolution posa les fondations de la modernité française. La société fut restructurée autour du concept de citoyenneté, avec l'instauration du suffrage universel masculin. Les anciennes corporations furent dissoutes, ouvrant la voie à une économie plus libérale. La laïcisation de l'État s'accompagna de la confiscation des biens du clergé, modifiant profondément le rapport entre religion et pouvoir. Cette transformation affecta aussi la culture et l'éducation, avec la promotion des principes républicains et l'importance donnée à l'instruction publique. La Révolution se propagea bien au-delà des frontières françaises, inspirant des mouvements similaires en Europe et dans les Amériques. Les acquis révolutionnaires furent néanmoins fragiles et confrontés à des remises en cause répétées, lesquelles préparèrent l'émergence de Napoléon Bonaparte et les transformations à venir. Ainsi, la Révolution française représenta une rupture majeure, porteuse d'espoirs nouveaux et de conflits violents.
Elle bouleversa les codes anciens et instaura des valeurs encore discutées de nos jours. La période qui suivit fut celle de la recherche d'un nouvel équilibre entre liberté, égalité et ordre, préparant le terrain pour les chapitres ultérieurs de l'histoire nationale. Ces événements, avec leur complexité et leur richesse, constituent un socle pour comprendre la France contemporaine. Le passage des structures féodales à des institutions modernes reflète la volonté profonde de changement que portait cette époque. La Révolution fut plus qu'une série d'événements. Elle fut une redéfinition de la société dans son ensemble. Cette compréhension ouvre la voie à l'étude des évolutions post-révolutionnaires, notamment sous le Consulat et l'Empire, où se dessineront de nouvelles ambitions nationales. Le souffle révolutionnaire continuera d'influencer le paysage politique et culturel du pays en profondeur, dans un mouvement qui alternera stabilité et rupture. Ainsi se termine cette analyse des causes, déroulement et conséquences immédiates de la Révolution française, dont les répercussions résonnent encore dans les institutions et la mémoire collective. La transformation entreprise durant cette période prépare les fondations de la France moderne, dans toute sa complexité historique. Poursuivant ce parcours, il conviendra maintenant de se pencher sur la période impériale qui suivit, où les idéaux révolutionnaires furent à la fois poursuivis et remodelés sous l'influence de Napoléon Bonaparte. Le XIXe siècle entre restauration et modernisation. Le XIXe siècle en France est une période riche en changements politiques, économiques et sociaux qui ont profondément façonné l'identité nationale. Après les bouleversements de la Révolution française et de l'Empire napoléonien, la restauration monarchique s'installe avec la volonté de retrouver une certaine stabilité tout en s'adaptant aux transformations déjà amorcées. Le retour des Bourbons au pouvoir marque un retour à des valeurs traditionnelles, mais le contexte social et économique ne permet pas un simple retour en arrière. Sous la Restauration, les différents régimes monarchiques tentent de concilier monarchie et aspiration libérale. La charte constitutionnelle accorde un équilibre fragile entre pouvoir du roi et droit parlementaire. Cependant, ces efforts ne suffisent pas à contenir les tensions qui se manifestent dans la société française, révélant un pays partagé entre conservatisme et désir de changement. Ces tensions culminent avec les Trois Glorieuses, celles de juillet 1830, qui conduisent à l'abdication de Charles X. La monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe d'Orléans, instaure une monarchie constitutionnelle libérale, mais le régime souffre d'une certaine instabilité, entre contestation ouvrière et ambitions politiques diverses. Cette période s'est marquée par une mutation sociale intense, fruit de l'industrialisation croissante. L'essor des chemins de fer, l'augmentation de la production industrielle et le développement des villes illustrent la transformation profonde du tissu économique. Le passage d'une économie agraire à une économie industrielle s'accélère, modifiant le quotidien de millions de Français. Dans ce contexte, la bourgeoisie s'élève comme nouvelle classe dominante, tandis que le prolétariat, regroupé dans les centres urbains, subit les conséquences des conditions de travail souvent difficiles. Ce contraste social engendre la naissance de mouvements sociaux et politiques exigeant davantage de justice sociale et de droits. Le socialisme et le communisme prennent racine dans les idées de penseurs tels que Saint-Simon, Fourier ou Marx, favorisant la diffusion d'un discours révolutionnaire. Parallèlement, cet âge voit l'affirmation d'une culture dynamique. Le romantisme, bien qu'ayant émergé à la fin du siècle précédent, influence toujours la littérature, la peinture et la musique, exprimant les émotions et les aspirations individuelles face aux bouleversements historiques. Ce mouvement artistique cède progressivement la place au réalisme et au naturalisme qui s'attachent à dépeindre la société telle qu'elle est, avec ses contradictions et ses inégalités. La vie politique reste agitée, avec la Révolution de février 1848 qui met fin à la monarchie de Juillet et instaure la Deuxième République. Cette brève expérience démocratique conduit à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président, personnage qui, quelques années plus tard, établit le Second Empire. Sous Napoléon III, la France connaît une modernisation rapide,
notamment à travers les grands travaux d'Haussmann, qui transforment Paris en une ville plus moderne et fonctionnelle. Cette période impériale est aussi celle d'une politique extérieure active, avec des ambitions coloniales significatives. La conquête de l'Algérie se poursuit et la France étend son empire colonial en Afrique et en Asie, ce qui contribue à affirmer son rayonnement international. La question coloniale suscite toutefois des débats internes entre vision paternaliste et critique des méthodes employées. Sur le plan économique, l'industrialisation atteint son apogée avec le développement des industries lourdes, du textile, de la métallurgie et des transports. L'investissement dans les infrastructures publiques favorise la croissance et améliore la communication entre régions. Cependant, la crise économique de la fin des années 1870 frappe durement la population et alimente les ressentiments sociaux. La défaite militaire contre la Prusse en 1870 provoque la chute du Second Empire et l'instauration de la Troisième République. Cette nouvelle république se veut plus stable et durable, instituant progressivement des réformes démocratiques marquantes. Le suffrage universel masculin est confirmé. L'école devient laïque et obligatoire, et la liberté de la presse est renforcée, contribuant à la construction d'un État moderne. Les débats politiques continuent de refléter les clivages entre républicains, monarchistes et bonapartistes, mais la Troisième République s'impose face aux crises, telles que la Commune de Paris, qui n'est pas sans rappeler les tensions passées entre classes sociales. Cette révolte urbaine met en lumière les fractures persistantes et la difficulté de concilier progrès social et ordre républicain. Dans le domaine culturel, la France du XIXe siècle s'affirme comme un centre intellectuel et artistique majeur. Les salons littéraires, les académies et les expositions universelles favorisent l'échange des idées et la diffusion de courants nouveaux. L'impressionnisme émerge comme mouvement artistique, rompant avec les traditions académiques et proposant une nouvelle manière de percevoir la lumière et le mouvement. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique font également des progrès significatifs. Des figures telles que Pasteur révolutionnent la médecine avec leurs découvertes, améliorant la santé publique et la compréhension du monde vivant. Ces avancées scientifiques participent à la modernisation du pays et au prestige international. La philosophie et la pensée politique évoluent aussi rapidement, avec le positivisme de Comte qui influence les conceptions du progrès, et l'émergence de la sociologie et de l'anthropologie comme discipline. Ces courants contribuent à une meilleure compréhension des mécanismes sociaux et à l'élaboration de politiques publiques plus adaptées. Les transformations sociales sont aussi visibles dans les évolutions des modes de vie et des mentalités. L'urbanisation modifie les modes de consommation et les loisirs, tandis que la montée du féminisme pose les bases d'une réflexion sur l'égalité des sexes. Des figures telles que George Sand illustrent cette avancée culturelle en proposant un modèle d'émancipation intellectuelle. La diversité des expériences vécues par les Français au XIXe siècle se manifeste dans la coexistence entre tradition villageoise et modernité urbaine. La France reste attachée à son patrimoine, qu'il soit architectural, culturel ou linguistique, malgré les pressions du changement industriel et politique. Ce maintien de l'identité traduit un équilibre subtil entre héritage et innovation. L'expansion des réseaux de communication, notamment le télégraphe et les chemins de fer, rapproche les populations et accélère le rythme économique et social. Ces infrastructures deviennent des instruments essentiels pour la diffusion des idées et des biens, contribuant à une meilleure intégration nationale. Cependant, cette période est également marquée par des défis écologiques et sanitaires nouveaux, liés à l'industrialisation rapide et à la croissance démographique. Les autorités commencent à prendre conscience de ces problèmes, amorçant les premiers efforts de réglementation et d'amélioration des conditions de vie. Les relations internationales du pays jouent un rôle crucial dans sa modernisation. La France participe activement à la diplomatie européenne et mondiale, en cherchant à maintenir un équilibre des puissances favorables à ses intérêts. Les alliances et les conflits de cette époque
prépare le contexte politique du siècle suivant. En définitive, le XIXe siècle en France est un temps de transformation et de transition. Il met en scène la confrontation entre ancien régime et modernité, entre aspiration démocratique et conservatisme, entre développement économique et justice sociale. Cette dynamique complexe prépare le terrain pour les avancées et les débats majeurs du XXe siècle. L'histoire de cette période invite ainsi à comprendre combien la France doit son identité actuelle à une succession d'épreuves et de réformes constantes. Le passage d'une France traditionnelle à une France moderne n'a pas été linéaire, mais résulte d'une combinaison subtile de facteurs politiques, économiques, culturels et sociaux. Les traces laissées par ce siècle riche en événements sont visibles dans les institutions, les villes, la culture et la société française d'aujourd'hui. Elles témoignent d'un pays en quête d'équilibre entre héritage et renouvellement, capable d'adaptation face aux évolutions internes et externes. C'est dans cette continuité que se profile la suite de l'histoire, où la Troisième République approfondira les innovations entreprises, tout en affrontant de nouveaux bouleversements, préparant ainsi la France à affronter un monde en rapide mutation. La France contemporaine et son évolution. La période contemporaine de la France est marquée par des transformations profondes qui ont façonné sa société, sa politique et son rôle dans le monde. Au cours du XXe siècle, la France a connu 2 conflits mondiaux d'une ampleur sans précédent. Ces guerres ont laissé des traces indélébiles, non seulement sur le sol français, mais aussi dans la conscience collective de sa population. La Première Guerre mondiale, déclenchée en 1914, a duré 4 ans et a mobilisé des millions de soldats venus de tout le pays. Ce conflit a profondément bouleversé l'Europe, avec la France étant l'un des principaux champs de bataille. Les pertes humaines furent immenses et de nombreuses régions furent détruites, nécessitant une reconstruction longue et douloureuse. La période d'entre-deux-guerres fut marquée par des efforts pour reconstruire le pays et instaurer une paix durable. Cependant, les tensions économiques et politiques n'ont cessé de croître. La crise économique mondiale de 1929 a eu des répercussions sévères sur l'économie française, accentuant les inégalités sociales et provoquant des mouvements sociaux importants. Par ailleurs, la montée des idéologies extrémistes à travers l'Europe a contribué à un climat d'instabilité. En 1939, la France entre de nouveau en guerre face à l'agression allemande dans ce qui sera la Seconde Guerre mondiale. Les années qui suivent sont synonymes d'occupation, de résistances diverses et de souffrances civiles. Cette période sombre a également été le théâtre de figures emblématiques du courage et de la résilience. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France s'engage dans une période de reconstruction rapide et de modernisation. L'instauration de la Quatrième République en 1946 cherche à rétablir les institutions démocratiques et à promouvoir le développement économique. Cependant, cette république connaît des difficultés liées à l'instabilité politique, exacerbée par la guerre d'Indochine, puis celle d'Algérie, ce qui entraîne des débats intenses sur la décolonisation et le rôle international de la France. En 1958, la Ve République est fondée, avec Charles de Gaulle à sa tête, marquant un tournant institutionnel majeur. Ce régime vise à créer un exécutif fort, capable d'assurer la stabilité politique du pays. Durant les décennies suivantes, la France joue un rôle clé dans la construction européenne. Les initiatives visant à rassembler les nations d'Europe occidentale aboutissent à la création de la Communauté économique européenne en 1957, un projet d'intégration économique et politique sans précédent. Cette démarche se renforce après le traité de Maastricht en 1992 qui établit l'Union européenne, favorisant la coopération entre les États membres dans plusieurs domaines. La France se trouve ainsi au cœur de ce processus d'unification, participant activement aux débats et aux réformes. Dans le même temps, la société française évolue sous l'effet de mutations sociales importantes. L'essor économique d'après-guerre, souvent appelé les 30 glorieuses, transforme les modes de vie et les structures sociales. L'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et la diffusion de la culture de masse
contribue à la modernisation du pays. Les mouvements sociaux des années 60, particulièrement celui de 1968, témoignent des aspirations à plus de liberté et d'égalité. Ces événements ont laissé une empreinte durable sur les mentalités et les rapports sociaux en France. Au début du XXIe siècle, la France se confronte à de nouveaux défis. La mondialisation modifie les équilibres économiques et culturels, tandis que des questions liées à l'immigration, à l'identité nationale et à la cohésion sociale suscitent un débat public intense. La laïcité continue d'être un principe fondamental, mais sa mise en œuvre devient source de tensions dans un contexte diversifié. Par ailleurs, la société française s'efforce de répondre aux enjeux environnementaux, notamment à travers des politiques ambitieuses de transition énergétique. Ces défis s'inscrivent dans une dynamique mondiale, mais sont vécus localement avec une attention particulière. La France contemporaine est donc le fruit d'une histoire riche et complexe, marquée par des conflits, des transformations politiques, des avancées sociales et des débats culturels. Elle demeure un pays attaché à ses valeurs républicaines, tout en cherchant à s'adapter aux exigences du monde moderne. Son rôle au sein de l'Union européenne et sur la scène internationale continue d'évoluer, reflétant la diversité de ses influences et son engagement vers un avenir partagé. L'évolution constante de la société française se manifeste également dans les domaines artistiques, scientifiques et intellectuels. De nombreux penseurs, chercheurs et créateurs ont contribué à enrichir le patrimoine français, faisant rayonner la culture nationale au-delà de ses frontières. Cette dynamique s'accompagne d'une volonté de préserver la mémoire collective, notamment à travers la protection des monuments historiques et la valorisation des traditions régionales. Dans la vie quotidienne, les changements technologiques ont profondément modifié les modes de communication et d'information, influençant les comportements et les relations sociales. La montée en puissance du numérique offre de nouvelles opportunités tout en posant des questions sur la vie privée, la sécurité et la démocratie. Ce contexte exige une adaptation constante des institutions et des citoyens aux évolutions rapides du monde contemporain. Ainsi, le récit de la France contemporaine invite à comprendre les multiples dimensions d'un pays en perpétuelle transformation. Chaque étape de son développement révèle les tensions et les aspirations qui animent sa population. L'histoire récente témoigne d'une capacité à surmonter les épreuves tout en réinventant sans cesse les fondements de la coexistence nationale. Pour terminer cette synthèse, il convient de souligner l'importance de la mémoire des conflits du XXe siècle, qui continuent d'influencer la politique et la culture française. La construction européenne représente une réponse collective aux tragédies passées, cherchant à promouvoir la paix et la coopération. Les défis actuels, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux, interpellent le pays sur son identité et son avenir. Le chemin parcouru par la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est considérable et complexe, mêlant ambition nationale et responsabilité internationale. La compréhension de cette histoire récente est essentielle pour appréhender les questions contemporaines et anticiper les évolutions futures. La continuité et le changement forment un équilibre délicat qui structure la dynamique du pays. Ces éléments ouvrent la voie à une exploration plus approfondie des aspects culturels et sociaux de la France actuelle que nous aborderons dans la suite du récit. Ils invitent à une réflexion sur les valeurs et les transformations qui façonnent la vie quotidienne et les institutions. Cette progression naturelle, dans l'analyse, permet de saisir la richesse et la diversité de la société moderne. Ainsi s'achève ce panorama complet des moments clés ayant conduit à la France que nous connaissons aujourd'hui, prête à relever de nouveaux défis. La suite de cette histoire portera sur les spécificités culturelles et les interactions sociales inscrites dans ce contexte historique. Ce passage naturel vers une compréhension plus détaillée enrichira la perception globale du pays, de ses racines à ses perspectives d'avenir.